Bien, on va voir aujourd'hui un nouveau chapitre, qui est le chapitre qui concerne l'arithmétique. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre que vous avez déjà vues dans vos années collège, mais là, nous porterons on mettra l'accent sur des définitions et quelques démonstrations, et bien sûr, un petit peu de programmation en Python. Alors tout d'abord, on va commencer par grand 1, la notion de diviseur. C'est quand même une notion assez importante, qui est assez intuitive, hein, vous l'avez déjà rencontrée. Et nous commencerons par petit 1, définition. Donc la définition est la suivante. On va prendre soit A et B, deux entiers relatifs. Alors je les prends non nuls. Et on verra le cas particulier 0 dans les remarques. On dit que A divise B lorsqu'il existe un certain nombre qu'on va appeler K qui appartient à Z, tel que, c'est-à-dire un entier relatif, tel que B égale A multiplié par K. On peut faire apparaître le symbole, voilà, multiplié comme ceci. Bien, alors je peux peut-être rappeler, pour ceux qui ont la mémoire courte, que dans ce chapitre, il y a deux ensembles qui sont très très importants. C'est grand N, l'ensemble des entiers naturels. C'est tout simplement les entiers qui ont été utilisés historiquement au début. Premiers entiers, donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, ça ne s'arrête pas. Et grand Z, c'est son ami, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc il contient l'ensemble précédent, mais on rajoute en même temps les nombres négatifs, donc les opposés de ces nombres-là. Donc ça commence de moins l'infini en quelque sorte, puis à un moment donné il y aura moins 3, puis moins 2, puis moins 1, puis 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Jusqu'à l'infini. Alors n, c'est facile comme notation pour naturel, ensemble des entiers naturels, et alors z, pourquoi grand Z? Ça vient de l'allemand Zahl qui veut dire nombre. Donc nous voici avec donc la définition de A divise B. Alors, notation aussi. Notation, on écrit A divise avec une barre verticale. Alors, où elle est cette barre verticale? Elle est là. A divise B. Voilà, on la note comme ça, ce qui peut être quand même assez pratique. Alors, quelques cas particuliers. Aussi, on peut rajouter du vocabulaire quand même. Vocabulaire. Si A divise B, on dit alors que B est un multiple de A. Donc quand même multiple, quand même c'est un mot de vocabulaire important, tout comme divise. Voilà, faut pas faire faut bien faire la différence entre les deux, faut pas les confondre. C'est quand même pas pareil. Alors on peut rajouter le cas particulier du nombre 0, c'est que 0 est un multiple de tous les entiers relatifs. Remarque, bon, on l'écrit, mais 0, on s'en sert pas beaucoup. 0 est un multiple
j'ai du mal, multiple est un multiple de tous les entiers relatifs. Bon, pour une raison très simple. Eh bien, c'est simple, c'est que 0, eh ben, il s'écrit toujours 0 fois quelque chose. Hein. Voilà. Donc ça prouve que 0 est multiple de A. Et A priori, il est quelconque ici. Voilà, donc c'est pas très intéressant, mais bon, ça valait le coup de le dire. Donc ça, c'était les définitions. On va énoncer maintenant quelques propriétés qui sont importantes. Donc on va déjà donner une première proposition. Alors cette proposition, elle signifie que la notion de divisibilité est une notion transitive. Elle se transmet. C'est un peu comme le Covid, voyez. Donc soit A, B et C. J'écris, voilà, A, B et C. 3 entiers relatifs. On va les prendre non nuls. Tels que... Alors, on va reprendre cette écriture. Donc, on va supposer que A, il va diviser B. Il va diviser B. Et que B, il va diviser C. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Si A divise B, que B divise C, naturellement, on va pouvoir en déduire que A, il va diviser C. Alors, on va effectuer la démonstration de cette proposition qui n'est pas difficile, qui est assez intuitive. Démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On sait que A divise B. Alors, je peux l'écrire en toutes lettres. On sait que A divise B. Alors, qu'est-ce que ça signifie que A divise B? Alors, on a une définition que nous avons donnée tout à l'heure. A divise B, ça veut dire qu'il existe un entier relatif K tel que B égale KA. Donc, je vais pouvoir copier-coller ceci. Donc, il existe K dans Z tel que B égale KA. De plus, qu'est-ce qu'on sait? De plus, on sait que B divise C. Même chose. Donc, il existe... Alors, cette fois-ci, je ne vais pas l'appeler K, parce que ce n'est pas forcément le même. Donc, je vais l'appeler K', tel que C égale B multiplié par K'. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça? Donc, j'ai une première égalité que je vais marquer en bleu. Voilà. Et une deuxième égalité ici, que je vais marquer aussi en bleu. Et qu'est-ce qu'elle nous donne, donc, ces deux égalités? Elle va nous permettre d'écrire que C, comme il est égal à B fois K' et que B il est égal à A fois K, je vais pouvoir remplacer ici le B par son expression ici, A fois K. On en déduit que C égale, alors à la place de B, je vais écrire A fois K. Et alors C, c'est B fois K', alors il faut que je réécrive K'. Donc ça, finalement, c'est A multiplié par le nombre KK'. Or, K, il appartient à Z. C'est un entier relatif. Et K', il appartient aussi à l'ensemble des entiers relatifs. Et le produit de deux entiers relatifs, c'est aussi un entier relatif. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que C, il est égal à A multiplié par quelque chose, et ce quelque chose est un entier relatif. Ça correspond tout à fait à la définition de divisibilité. Donc, on va en déduire ce qui prouve que C est un multiple de A, c'est-à-dire A divise C. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer.
On va maintenant passer à non pas une proposition, mais un théorème qui est plus important. Bon, alors on va mettre un petit peu de couleur quand même. Voilà. Et puis là, on va... Ce sera plus joli. On va le mettre en rouge. Voilà. Bien. On va passer maintenant donc à un théorème. Un théorème d'arithmétique qui est assez important. L'énoncé est aussi simple et sa démonstration aussi. Soit A, B et C, trois entiers relatifs non nuls. On sait que, alors par hypothèse, on va supposer que A, il va diviser B, et A, il va aussi diviser C. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte que l'énoncé précédent, où on avait une sorte de relais ici, A divise B, B divise C. Là, c'est A divise B, mais A, il divise aussi C. C'est-à-dire que A, c'est un diviseur commun, finalement, de B et C. Eh bien, on va voir que on a alors, quels que soient les entiers relatifs U et V, eh bien en fait A va diviser une combinaison de B et C. Donc une combinaison, donc ici ce sera BU plus CV. Alors on a, quels que soient les entiers relatifs U et V, l'entier A divise, donc là je l'écris en toutes lettres, BU plus CV. Et on va faire la démonstration parce qu'elle n'est pas difficile. Voilà, ça c'était le théorème. Voilà. Alors la démonstration est la suivante. On va traduire chacune des hypothèses. Donc comme tout à l'heure, on sait que A divise B. Donc on peut recopier-coller ça. On sait que A divise B, donc il existe un antirelatif K tel que B égale à K. Et on sait aussi que A divise C. On sait aussi que A divise C. Donc il existe, alors c'est plus K, c'est K', tel que C est égal à A multiplié par K'. Voilà ce qu'on peut dire. On a donc, pour tout très étrange, alors hop, voilà, on a donc pour tout U et V, pour tout entier relatif, pour tous les entiers relatifs U et V, deux points. Alors on va calculer BU plus CV. C'est égal à quoi BU plus CV? Alors B, je sais que c'est AK, donc AKU, plus CV, alors C, je sais que c'est AK', AK', et je recopie fois V. Et on voit bien qu'ici, on va pouvoir mettre A en facteur. Il va nous rester donc KU plus K'V. Or, les nombres K, U, K' et aussi le nombre V
sont des entiers relatifs. Ainsi, quand on les combine de la façon suivante, KU plus K'V, eh bien c'est aussi un entier relatif. Et donc, BU plus CV, il s'écrit A multiplié par un entier relatif. Eh bien, c'est la définition. Ça permet d'écrire que, donc, A divise le fameux nom BU plus CV. Alors, cas particulier. Il y a quelques cas particuliers qu'on peut donner qui sont assez utiles dans la pratique. Voilà. Alors, quels sont ces cas particuliers? Eh bien, si A divise B et A divise C, alors A il va diviser la somme. Bon, on va l'écrire en toutes lettres, ce sera plus joli. A divise B plus C. Et A il divise aussi la différence, B moins C. Voilà, c'est un cas particulier. Mais nous, notre théorème, il est plus fort, puisqu'il nous dit que A il divise BU plus CV, c'est-à-dire A il divise 2B plus 3C, ou 5B moins 10C. On peut prendre des coefficients devant B et C comme on veut. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donner un exemple. On sait, exemple 1, en faire 2, on sait que B est un que B et C, sont des multiples de 7. Montrer que 7 divise 3B moins 5C. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique de ce qu'on vient de faire, puisque on sait que, alors, dire que B et C sont des multiples de 7, c'est dire que 7 divise B et 7 divise C. Donc, d'après le cours, donc le théorème qui précède, 7, il divise n'importe quelle combinaison de B et C. En particulier, 3B moins 5C. Donc en fait, moins 5C, ça s'écrit plus moins 5 fois C. Pour faire rappel au théorème, ici, on a en fait U qui vaut 3 et B et C qui vaut... et V, pardon, qui vaut moins 5. Voilà ce qu'il fallait démontrer. 7, il divise bien 3B moins 5C. On va faire un exemple 2. Alors, plus difficile cet exemple 2. Il faut déterminer tous les entiers naturels Donc, je rappelle que l'entier naturel, c'est grand N. Tous les entiers naturels petit n dans grand N, tels que... On va prendre n plus 3 divise n plus 10. Voilà. Il faut chercher tous les entiers tels que n plus 3 divise n plus 10. Par exemple, si n égale 20, voilà, on se pose la question, est-ce que 23 divise 30? Ce qui est faux. Hein.
Si n égale 21, cette proposition, ça donne 24, et donc divise 31, parce que 24 divise 31, c'est faux aussi. Bah, là, on en a pris deux au hasard, hein, des entiers naturels, on a vu que cette propriété n'était pas satisfaite, mais on demande, voilà, pour quel n cette propriété est satisfaite. Alors, il ne faut pas avoir recours à la définition de la divisibilité, telle qu'on l'avait vu dans le cours un peu plus haut. Il faut avoir recours à une astuce. En fait, on va utiliser le théorème précédent, c'est-à-dire celui-ci. Donc, on va obtenir une expression du type A divise B et une expression du type A divise C aussi. Et on va combiner B et C, d'une certaine façon. Donc en fait ici, on sait, d'après l'énoncé, hein, on cherche les n tels que n plus 3 divise n plus 10. Il y a un truc que je sais, c'est que n plus 3, qu'est-ce qui divise de façon évidente? N plus 3, bah, il se divise lui-même. Ça, c'est une évidence, c'est toujours vrai. Et l'intérêt d'écrire ça, c'est qu'on a à gauche n plus 3 et n plus 3. Et donc, on se place dans le cas du théorème précédent, où on disait que A divise B et A divise C. Donc A, il va diviser une combinaison de B et C. Donc ici, A, c'est-à-dire n plus 3, il va diviser une combinaison de B et de C. À moi de choisir les bons coefficients ici. Je peux choisir ce que je veux comme coefficient à partir du moment où ce sont des entiers relatifs. Voilà, je peux prendre ce que je veux. Et en fait, l'idée, c'est de prendre un coefficient qui va permettre, une fois développé, d'éliminer les n. Et vous allez voir pourquoi, parce que ça va être très pratique après. Donc ici, c'est pas très difficile, hein. N plus 10, c'est n plus 3. Ben, il suffit que j'écrive 1 fois n plus 10 et moins 1 fois n plus 3. Pourquoi? Parce que quand on développe l'expression, n plus 3 il divise quoi? Bah, n plus 10 moins n moins 3. C'est-à-dire que n plus 3 il va diviser, eh bien il va rester 7. Et ça c'est simple. N plus 3 divise 7. Il n'y a pas beaucoup de nombres hein, qui divisent 7. Alors les diviseurs positifs, parce que n étant positif, n plus 3 est positif. Les diviseurs positifs de 7 sont, il n'y en a pas 36, hein, c'est 1 et 7. Il y a donc deux cas. Premier cas, donc n plus 3 étant donné que c'est un diviseur de 7, et que 7 n'admet que deux diviseurs, 1 et 7, bah, n plus 3, c'est soit 1, soit 7. Donc, premier cas, n plus 3 égale 1. Ça signifie que n vaut moins 2. Impossible. Impossible, car j'avais dit dans l'énoncé que n, il était dans grand N. Donc, c'est un entier naturel, donc positif. Deuxième cas, n plus 3 égale 7. Ça signifie que n égale 4. Et bien, c'est une possibilité. Ce sera donc la seule possibilité. 4 est la seule solution. Alors ça se vérifie. Ça se vérifie. Si vous prenez ici, donc n égale 4. Donc 4 plus 3, ça fait 7. 4 plus 10, ça fait 14. Et vous avez bien 7 qui divise 14. Et on a bien 7 divise 14. Ça, c'est juste une vérification. Voilà pour ce deuxième exemple qui est assez classique et un petit peu ardu si on ne connaît pas la méthode. Passons maintenant au petit 3. Division euclidienne. Alors, la division euclidienne, c'est quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps, depuis que vous êtes tout petit, vous connaissez la division euclidienne. Je vous fais un petit dessin, ça va vous permettre de vous remémorer tout ça.
Alors, par exemple, je prends 100. Et je voudrais diviser 100 par 7. Mais alors attention, la division euclidienne, c'est une division sans virgule. Hein. On travaille qu'avec des entiers, donc on n'abaissera pas la virgule. Enfin, on ne mettra pas une virgule en abaissant le 0. Alors, on va diviser 100 par 7. Alors, on peut le faire de tête parce que c'est pas très dur. Bon, quand on était petit, vous vous rappelez, on écrivait, on prenait 10 parce que ça dépassait 7. Parce que 1 c'était trop court, et dans 10 il y a combien de fois 7? Il y a une fois 7, 7, pour aller à 10 reste 3, après j'abaisse mon 0, pour 30, alors dans 30 il y a combien de fois 7? On connaît sa table, hein, 7 fois 4, 28, 28, pour aller à 30 reste 2. Alors on écrit ça comme ça, ou on écrit plus rapidement, on peut le faire de tête, hein, on peut le faire comme ça, hein, 14, il reste 2. Voilà, on écrira plutôt comme ça. Bon, là, on a créé des étapes intermédiaires, parce que c'est un petit peu plus dur, mais enfin bon, c'est faisable de tête. Alors, dans tous les cas, quel est le résultat? C'est que 100 est égal à 7 fois 14 plus 2. Bien. 100, il a un nom. Il s'appelle le dividende. 7, il a un nom, il s'appelle le diviseur. 14, il a un nom, il s'appelle le quotient. Et 2 se nomme le reste. Voilà, le reste, 2, c'est le reste de la division euclidienne de 100 par 7. Voilà, donc on va énoncer un théorème. Alors on remarque quand même qu'il y a quelque chose d'important, c'est que vous avez été habitué, quand vous étiez petit, à vous arrêter à un moment donné, quand vous faisiez cette division euclidienne, enfin sauf si vous voulez mettre une virgule. Mais là on s'arrête à 2, pourquoi? Parce que 2 est plus petit que 7. 30, on ne s'était pas arrêté, parce que 30, il était plus grand que 7. Donc à partir du moment où on a un nombre supérieur ou égal à 7, on continue. Pour obtenir quoi? Pour obtenir un reste. C'est ce qu'on appelle le reste. C'est le nombre donc, qui est plus petit que 7 dans les opérations de division. Voilà. Donc le théorème est le suivant. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Je ne vais pas prendre des entiers éventuellement nuls, ça n'a strictement aucun intérêt ici. Alors, le théorème nous dit qu'il existe deux entiers naturels, Q et R, et il existe même deux uniques entiers naturels Q et R, tels que A égale B fois Q plus R. Donc ici, si on reprend les notations précédentes, A c'est le dividende, on le divise par B, c'est le diviseur, le quotient c'est Q, Q comme quotient, et le reste c'est R. C'est pour ça qu'on a la relation A égale BQ plus R. Bien. Et on va rajouter aussi quelque chose ici, et le reste, il peut être nul, mais en tout cas il est toujours inférieur strict au diviseur, AB. Et cette condition-là nous assure l'unicité du quotient, en fait, et du reste. Alors, il y a tout de suite un cas particulier qu'il faut énoncer. Cas particulier. Si R il est nul, qu'est-ce que ça veut dire si R est nul? Ça veut dire que A il est égal à B fois Q. Donc, alors on peut dire A est un multiple de B, ou B divise A. Je vais plutôt dire B divise A, parce que j'ai envie, mais c'est pareil. Donc, B divise A. Donc, la nullité du reste nous renseigne sur la divisibilité de B par A. De A par B, pardon. Alors, arrêtons-nous encore un instant, parce que nous avons
ici quand même quelque chose d'important et qui est très classique dans les différentes exercices qu'on peut traiter. Vous voyez, R est compris entre 0 et B, donc R, il n'a pas une infinité de valeurs possibles. Par exemple, quand on fait la division euclidienne par 7, le reste, il peut prendre quoi comme valeur le reste? Il peut faire 0, dans ce cas-là, notre nombre il sera divisible par 7. Mais le reste, si ce n'est pas 0, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et c'est tout. Il peut y avoir donc 7 cas pour le reste, quand on fait la division par 7. Ce qui fait que si on a besoin d'avoir une information sur un entier, qu'on a besoin d'avoir une information, si éventuellement il est divisible par 3 par exemple, ou pas, on pourra dire par exemple, soit n un entier naturel, alors il y a 3 cas. Soit n, il est divisible par 3, c'est-à-dire son reste de la division euclidienne de n par 3 vaut 0, soit il s'écrit 3q plus 1, soit le reste c'est 1, soit le reste c'est 2. Il n'y a que 3 possibilités. Donc ça c'est le cas numéro 1. Mon q c'est un entier. Cas numéro 2, Q c'est aussi un entier. Alors c'est pas forcément les mêmes, mais on peut prendre la même notation puisque ce sont des cas disjoints. Voilà. Et avec cette expression de n, ça peut vous permettre d'avancer dans la résolution de l'exercice. Ça s'appelle une résolution par disjonction de cas. On fait 3 cas et on démontre notre propriété dans chacun de ces 3 cas, donc elle sera démontrée pour tout n. Alors, c'est en particulier utilisé pour une notion que vous connaissez bien, qui est la notion de nombre pair et impair. Alors, un nombre pair est un nombre dont le reste de la division euclidienne par 2 vaut 0. Donc, c'est-à-dire, si on peut le dire autrement, n est pair si et seulement si. Alors, n est divisible par 2. N est divisible par 2. Ou alors 2 divise n, comme vous préférez, ou n est un multiple de 2. Et on peut dire aussi que n est pair si et seulement si il existe un entier. Alors je l'appelais Q tout à l'heure, je l'ai appelé Q, je peux l'appeler Q aussi, un petit Q. Q appartenant à n tel que n, il s'écrit 2 fois Q. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez normalement, les nombres pairs. Alors du point de vue numérique, un nombre est pair lorsque son écriture se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça, c'est quelque chose de connu. Alors, on peut aussi définir ce que c'est qu'un nombre impair. Donc, c'est la même définition, sauf qu'à la place de pair, je vais marquer impair. Donc, un nombre impair est un nombre dont le reste de la division euclidienne par 2 vaut, il vaut 1. Alors, je vais refaire la même phrase, vraiment exactement la même phrase. Enfin, pas tout à fait, finalement. N est impair si et seulement si il existe, si seulement si, 2 points, il existe Q tel que n égale de Q plus 1. Voilà.
Donc si un jour vous avez besoin de faire un raisonnement qui fait intervenir la parité, mais que vous ne savez pas que votre nombre est pair ou impair, vous pouvez dire, il y a deux cas. Premier cas, n s'écrit sous la forme de q. Deuxième cas, n s'écrit sous la forme de q plus 1. Et là, vous avez recouvert tous les cas possibles. Alors, je vais vous donner un petit exemple un peu théorique, mais qui va permettre d'illustrer ceci. Exemple, démontrer que si n est impair, alors son carré est impair aussi. Bien. Alors comment on va pouvoir faire ça? On sait que n est impair, là, il nous donne cette information. Donc, on sait que n est impair. Donc, il existe un certain nombre, je l'ai appelé plusieurs fois Q, bon, c'est pas grave, je l'ai appelé P, c'est bien de ne pas être trop attaché à une notation non plus. Hein. Il existe donc un entier naturel P, tel que n égale 2P, plus 1, parce qu'il est impair. Bien. Alors, nous, on veut maintenant montrer que n carré est impair. C'est-à-dire qu'on aimerait bien montrer, à la fin, et j'écris ce qu'on voudrait avoir, mon rêve, c'est de pouvoir écrire ici, n carré égale 2 fois quelque chose, plus 1. Si j'arrive à faire ça, j'ai gagné. Et le quelque chose, c'est bien sûr un nombre entier. Hein. Pas de nombre à virgule ou de fraction. Alors, on va y arriver, bien sûr. Alors, on va poursuivre ce qu'on a fait. Ici, on avait n égale 2p plus 1. Ainsi, n carré est égal, alors, le carré de 2p plus 1. Forcément. Alors, on a reçu une éducation, on connaît ces identités remarquables. A plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, il y aura 4p carré plus 2ab, 2ab plus b carré. Alors, j'ai écrit 4p carré, j'aurais pu aussi écrire, pour faire apparaître juste a au carré, j'aurais pu faire apparaître ceci. Voilà, là j'ai écrit a carré. Mais bien sûr, le carré de 2p, c'est 4p carré. C'est pour ça que j'avais écrit rapidement 4p carré. Plus 4p, plus 1. Alors bien sûr, le plus 1 qui est ici, c'est le plus 1 qui est là. Très très bien. Donc maintenant, j'ai plus qu'à écrire 2 fois quelque chose à la place de cette expression ici. Que je vais écrire en bleu. Bien. Il faut que cette expression, je peux l'écrire 2 fois quelque chose. Ben, c'est évident. Puisque c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 2p carré plus 2p. Et je recopie mon plus 1. Ces deux expressions sont identiques. Hein? J'ai juste mis 2 en facteur sur une... c'est pas un facteur de toute l'expression, mais 2 en facteur de la partie bleue. Alors, est-ce que ce qui est entre parenthèses ici, c'est un entier? Parce qu'il faut que ça soit un entier, hein, parce que sinon, je ne peux pas... ce n'est pas conforme à la définition. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que P, il est dans grand N. Bah donc, son carré aussi. Le double de son carré aussi. 2 fois P aussi. Et la somme de 2 entiers est un entier. Bah donc 2p carré plus 2p aussi. Voilà, il faut que je la réécrive. Donc 2p carré plus 2p, il appartient bien à grand N. Ce qui prouve que n, il s'écrit 2 fois quelque chose, tiens, bah, je vais l'appeler q cette fois, 2q plus 1, avec, bah, q il est égal exactement
à 2p carré plus p et qui appartient bien à grand N. On a donc prouvé que n carré est un nombre impair. Bien, bon, on s'en doute un petit peu, puisque quand on prend un nombre impair, comme par exemple 5, son carré, 25, il est bien impair. 7 est impair, son carré, 49, il est impair, etc. Bon, voilà, on a fait la démonstration proprement. Alors, il y a une suite à cet exemple. Un exemple 2, on va dire. Là, c'était l'exemple 1. Exemple 2. En fait, on va montrer la réciproque. Montrons que si n est un entier naturel, tel que n carré est impair, alors n est impair. On va montrer ce qu'on appelle la réciproque, c'est-à-dire la conclusion de la proposition précédente devient mon hypothèse. Donc là, on sait que n carré est impair, alors que ici, on nous demandait de démontrer qu'n carré était impair. Et maintenant, on va prouver que n est pair, qui était mon hypothèse de tout à l'heure. Donc ça, c'est en fait le théorème réciproque, ou la proposition réciproque de la proposition de l'exemple 1. Bien. Alors, pour le faire, j'ai plusieurs possibilités. Je vais faire ce qu'on appelle un raisonnement. Alors, c'est un peu par disjonction de cas, finalement, ce que je fais, mais c'est aussi un raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que je vais supposer que n est pair, et montrer que si n est pair, bah, n carré ne peut pas être impair. Donc, j'aurais prouvé que n n'est pas pair. Et si n n'est pas pair, eh ben, il est forcément impair. Donc, supposons que n soit un nombre pair. Alors, il existe, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Q. Un entier Q tel que n est égal à 2Q. Donc, n carré est égal à 4Q carré. 4Q carré, c'est le double. 4Q carré, c'est le double de 2Q carré. Or, 2Q carré, c'est bien un entier, puisque Q est un entier. Donc, n carré, il s'écrit deux fois quelque chose, il s'écrit 2 fois P. Donc ici, avec P, dans le cadre de cet exercice, P, c'est 2Q carré. Donc, n carré est pair. Ce qui est faux d'après l'énoncé. Donc, notre hypothèse que je cite, n est pair, eh bien cette hypothèse, elle ne peut pas être réalisée. Donc, elle est fausse. Donc, si n n'est pas pair, n est donc impair. On vient donc prouver que n est impair. Voilà. Alors, on va faire un petit peu de Python. Ici, on va faire un script Python. Donc, on va écrire une fonction divise qui prend comme paramètre deux entiers, éventuellement deux entiers naturels non nuls,
et qui renvoie true si A, alors les entiers on va les nommer, qui prend comme paramètre, alors il y en a plusieurs puisqu'il y en a deux, qui prend comme paramètre A et B, deux entiers naturels non nuls, et qui renvoie true si A divise B, et qui renvoie false dans le cas contraire. Alors, on va écrire ce script en Python soit avec sa calculatrice, à condition que vous puissiez éditer et exécuter des scripts Python dessus. Donc, il faut avoir par exemple la TI-83 édition Python, ou bien vous utilisez un logiciel. En seconde, on utilise souvent EduPython pour éditer et exécuter ces scripts Python. Bien, alors on va écrire notre petit script en Python. Voilà. Alors on prend sa calculatrice et on va dans Programme et on choisit TI Application. Donc là on est dans le gestionnaire de script. On va créer un nouveau script qu'on éditera toujours. Ce sera notre petit script d'arithmétique. Donc on va appuyer sur la touche New ici. Donc la touche Zoom. Et on va l'appeler arithme, qui est l'abréviation d'arithmétique. On appuie sur Entrée. Et on va définir une première fonction donc, qui s'appelle divise. Hein, c'est bien, on regarde l'énoncé. La fonction, elle s'appelle divise et elle doit renvoyer true ou false selon que A divise B ou non. Et A et B, c'est deux paramètres, hein, d'accord, les deux paramètres, hein, c'est indiqué ici, de la fonction. Alors, on y va pour définir une fonction. Donc, on appuie sur FNS, function, on choisit def fonction. Donc, elle s'appelle divise, donc divise A virgule B. Voilà. A virgule B. Alors, pour savoir si A divise B, eh bien, on va effectuer la division euclidienne de B par A. Alors, on va peut-être... je vais retourner dans les scripts. Je vais vous faire voir quelque chose avant. Et je vais aller dans le shell. Ce que vous pouvez faire aussi. Hein. Donc, j'ai cliqué sur script, puis maintenant shell. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait effectué la division euclidienne de 100 par 7. Eh bien, il y a une possibilité avec Python pour avoir le quotient. Si vous vous rappelez, le quotient, on avait obtenu 14, je crois. Il suffit d'écrire // pour avoir le 14. 100 // 7, ça correspond au quotient de la division euclidienne de 100 par 7. Et on a la même chose pour le reste. Si on écrit 100%, alors le pourcent, il est accessible dans AA hashtag, c'est les caractères un peu particuliers. Et je vais choisir %. Il n'est pas loin. Voilà, il est là. Voilà, et quand je l'ai, je fais select, puis coller. Select, puis coller. 100% 7, ça va nous donner le reste de la division euclidienne de 100 par 7. Ici, c'est 2. Alors, ça marche avec tout, hein. Ça marche même avec des gros nombres. Hein. Si vous voulez savoir si ce nombre-là, là, je tape au hasard, vous connaissez le reste de la division euclidienne de ce nombre par... Alors, je vais refaire apparaître le pourcent. Voilà, j'ai fait select et coller. Voilà, par 1023, par exemple. Eh bien, c'est 464, ça le fait tout de suite. Le reste de la division euclidienne de ce nombre qui commence par 26 et quelques, qui est immense, par 1023, par un diviseur de 1023, eh bien, il a comme reste de
comme reste 464. Donc vraiment, l'instruction % est très pratique. Alors on peut la voir aussi dans catalogue. Par exemple, si on veut connaître le reste de la division euclidienne de 450 par 9, alors je crois qu'on peut aller dans catalogue. Donc on fait seconde catalogue et il apparaît, vous voyez, c'est le deuxième quand même. Et puis c'est marqué reste. Et le / c'est marqué quotient. C'est un petit moyen, voilà, un petit rappel. Donc on appuie sur entrée. Voilà, bah c'est 9. Ça veut dire que 9 divise 450. Ah bah c'est génial. Si le reste de la division euclidienne est nul, ça veut dire que 450, il est divisible par 9. Bah, c'est exactement la solution de mon exercice. Donc je vais faire script et je vais donc éditer le script arithmétique. Donc je me remets à la fin là, après les 2 points. Donc je vais calculer ce reste, donc je vais l'appeler R. R égale, le égal c'est sto. Alors je vais faire là je me demande en fait, il faut bien lire, hein, est-ce que A divise B, c'est le sens de cette fonction, est-ce que A divise B, donc je vais faire la division euclidienne de B par A. Donc je vais écrire B %. Oh, je vais reprendre le catalogue, c'était pas mal. Hein. Voilà. R égale B % A. Donc R, c'est le reste de la division euclidienne de B par A. Si R vaut 0, donc là maintenant je vais aller dans fonction, dans les contrôles, et je vais utiliser if et else parce que si R est nul, alors on renverra true, sinon on renverra false. Donc si R égale, je rappelle que le égal, c'est, enfin que la comparaison, pardon, c'est le double égal. Si R égale 0, alors on va renvoyer, on a dit true, parce que si le reste est nul, c'est que A divise B. Alors true, il se situe dans les fonctions, vous avez dans les OPS, voilà, dans OPS. Vous avez tout à la fin, vous avez true et false. Return true, else, eh bien, return false. Voilà. Je vais supprimer les 4 points. Voilà. Donc, j'ai ma première fonction qui est écrite. Alors, on va vérifier qu'elle fonctionne bien. On va appuyer sur exec. Déjà, j'ai pas d'erreur, c'est plutôt bien. Je vais l'appeler. Alors pour ça, on va appuyer sur var, puisque ça réécrit les anciennes fonctions, enfin les fonctions présentes en mémoire, qui ont été lues parce que écrites dans votre script. Donc on va faire 100,7, et on sait que... non, c'était pas dans ce sens-là. 7,100. Voilà, donc on se pose la question, est-ce que 7 divise 100? Réponse, false. Est-ce que 7 divise 115? False. Est-ce que 7 divise 105? True. On peut en faire plein après. Est-ce que 2 divise 56? On sait que c'est vrai. Voilà. Est-ce que 2 divise 57? On savait que c'était faux, mais on vérifie. Voilà. Donc on a notre première petite fonction en Python qui permet de savoir si un nombre en divise un autre. On va retourner sur notre document et on va passer donc à au point suivant qui est le point 4, qui est un petit peu une application de tout ça. Alors on va faire plusieurs applications. Alors, première application, donc c'est un théorème. Théorème, soit n un entier naturel. Alors je rappelle qu'un entier naturel, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est grand N, mais quand on veut désigner qu'il est non nul, on met grand N avec une étoile en haut. C'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Donc 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Donc on exclut 0. Soit n un entier naturel non nul, alors n
admet un nombre fini de diviseurs. Alors, c'est un théorème qui est un peu évident, puisque un diviseur de n, c'est forcément un nombre qui est plus petit que n. Et les entiers plus petits que n, bah, il n'y en a pas beaucoup. 0, on ne le compte pas. Donc, les nombres plus petits que n, bah, c'est les nombres entre 1 et n, il y en a n. Donc, il y a forcément un nombre fini de diviseurs, puisqu'il y en a au plus n. Bien. Ceci étant, nous, ce qu'on va faire, on va faire un petit script Python qui va en fait être très utile dans la pratique. Écrire une fonction diviseur qui prend comme argument, alors il n'y aura qu'un, on dit comme argument ou comme paramètre, hein. Donc là j'ai marqué paramètre, j'ai continué à marquer paramètre, mais on peut utiliser argument, qui prend comme paramètre un entier naturel non nul n, et qui renvoie la liste des diviseurs de n. Bon, alors c'est assez nouveau, puisque là ça parle de liste. Donc ça va nous donner l'occasion de vous faire voir ce que c'est qu'une liste en Python. On fait un peu de mise en page. Voilà. Bien. Ben, on va devoir prendre notre calculatrice. On y va. Et on va donc écrire un deuxième script donc, qui s'appelle diviseur et qui a un seul paramètre. Ben, cette fois-ci, c'est A. C'est N, pardon. Et ça renvoie la liste des diviseurs de n. Bien, bah allons-y. Alors, avant de commencer, je dois vous expliquer ce que c'est qu'une liste en Python. Une liste, c'est assez simple sa définition. C'est un ensemble de valeurs écrits entre crochets. Donc, par exemple, si je vais appeler une liste, par exemple, nombre, voilà, égal, et je vais mettre des crochets, donc les crochets, là, c'est au-dessus du multiplié du signe moins, et donc je vais mettre plusieurs nombres, et qui vont être séparés par des virgules, la virgule qui est au-dessus du 7. Alors, 1, 76, 1024, 30, etc., etc. Je peux même avoir plusieurs fois le même nombre. Hein, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, j'ai défini une liste qui s'appelle nombre. Je peux, si je tape nombre tout seul, qu'est-ce qu'il va écrire? Eh ben, il va écrire ma liste. Il va réécrire ma liste de nombres. Et le fait de ranger des valeurs comme ceci dans une liste, ça me permet de les rappeler en fait. Si j'écris nombre crochet, alors pas 6, on va prendre crochet 0, eh bien ça va être l'indice 0 de ma liste. L'indice 0, c'est le premier indice. Donc nombre de 0, ça va correspondre à 6. Nombre de 1, ça va correspondre... Nombre de 1, ça va correspondre donc à la valeur d'indice 1, c'est-à-dire la deuxième valeur, puisque la première valeur a pour indice 0, la deuxième a pour indice 1. Donc c'est 10, etc. Et donc la dernière, donc il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 valeurs. Donc la dernière, pour l'obtenir, c'est nombre de... Alors pas nombre de 7, hein, puisqu'on commence à 0. Donc ça c'est l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, l'indice 5, l'indice 6. Donc s'il y a 7 valeurs, la dernière elle s'appelle nombre de 6. Bon, je l'appelais nombre, hein, ma liste, mais j'aurais pu l'appeler liste. Hein. J'aurais pu l'appeler D,
Enfin, vraiment, je choisissais ce que je veux. On n'est pas obligé de mettre que des nombres dans une liste. On peut alterner des nombres avec du texte. On peut mettre plein de choses. On peut même mettre une liste dans une liste, ce qu'on avait fait dans les exercices sur le yin-yang en SNT. Alors, je vous donne une petite astuce aussi, puisqu'on y est. Si on veut le dernier élément de la liste, parce que là on les a comptés, hein, pour avoir le dernier, il fallait savoir que c'était le dernier indice, c'était 6, parce qu'il y avait 7 éléments au total. Mais si on ne connaît pas le nombre de valeurs de la liste, pour avoir le dernier, il suffit de marquer nombre de moins 1. Il va toujours vous donner le dernier. Bon. Alors je vais vous montrer une méthode pour ajouter des valeurs à la liste. Donc si je veux ajouter, par exemple, la valeur 17 à ma liste. Pour cela, j'écris le nom de ma liste. Donc ici, le nom, c'est nombre. Et j'écris point. Alors non, je ne vais rien écrire. Je vais utiliser les fonctions. Ce sera plus facile. Donc je vais aller dans FNS et dans liste. Vous voyez, et il y a point append. Ça m'évite de le taper, le point, et puis d'écrire append. Donc dans fonction, onglet liste, j'utilise point append. Or, je ne sais plus combien j'ai dit que je voulais rajouter. 17, je crois. On va rajouter 17. Et maintenant, si je tape nombre tout court pour avoir la liste entière, eh bien, il m'a repris mon ancienne liste, hein, bien sûr, et il a rajouté 17 à la fin, forcément. Voilà, bah, c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser les listes pour trouver tous les diviseurs de n. Alors je vais faire éditer et je vais choisir donc de définir une nouvelle fonction ici. Donc je vais appeler, donc je fais attention que je n'ai pas de petits points ni rien, que je suis bien à l'extrême gauche de l'écran. J'appuie sur FNS, puis def fonction, et on va l'appeler donc, on a dit diviseur. Diviseur de n. Bien. Alors ma liste des diviseurs, je vais l'appeler... ma liste, je vais l'appeler liste. Hein, c'est joli comme nom. Et alors je sais très bien que dans la liste des diviseurs, je vais toujours avoir 1. 1 il divisera forcément n. Donc au début dans ma liste, j'ai forcément 1. Donc, je vais l'initialiser, ce qu'on appelle, en disant, dedans, tu as forcément 1, donc autant l'écrire tout de suite. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tester pour savoir, est-ce que 2 va diviser n? Si oui, je le rajoute à la liste. Est-ce que 3 va diviser n? Si oui, je le rajoute à la liste. Est-ce que 4 va diviser n? Si oui, je le rajoute à la liste, etc. jusqu'à n. Donc, on va faire une boucle pour, donc on va aller dans FNS, dans les contrôles, et on va utiliser la boucle pour i allant de, alors on va démarrer à 2, puisqu'on va tester est-ce que 2 divise n, puis est-ce que 3 divise n, et le dernier, je veux savoir est-ce que n divise n, bon je connais la réponse, hein, je sais que c'est oui, mais quand même, il faudra tester si n divise n, donc il faut que i puisse prendre la valeur n, donc pour cela, la dernière valeur, je dois marquer n plus 1, parce que vous savez que ça s'arrête à la valeur entière qui précède n plus 1, donc n. Alors là, je vais faire un test. Est-ce que i divise n? Et bien pour cela, donc est-ce que c'est if? Si, et bien j'ai une fonction qui s'appelle divise, si vous vous rappelez. Est-ce que divise, donc est-ce que i divise n? Finalement, c'est ça ma question. Est-ce que i divise n? Si i divise n, divise de in, il répond true. Sinon, il répond false. Donc, if divise de in, ça veut dire, en fait, si jamais, si i divise n, alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien alors, si i est un diviseur de n, il faut que je le rajoute dans la liste. Donc, j'écris liste
point append, si vous vous rappelez. Donc pour ça, on va aller dans les FNS, OPS, liste, pardon, et append, le 6e. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute à la liste? Eh bien, on ajoute la valeur i, qui est un nouveau diviseur. Voilà, alors si jamais i divise pas n, bah, on ne fait rien, donc je ne prévois rien. Fin de la boucle, fin du si, fin de la boucle pour, donc je me mets à ce niveau-là, c'est-à-dire quand la boucle pour aura terminé, eh bien, il faut que je renvoie quelque chose, puisque il a été demandé de renvoyer la liste des diviseurs, donc ici c'est return, et la liste bah, s'appelle liste. Voilà. Je l'exécute. Et je vais vérifier, donc en appuyant sur var, j'ai diviseur. Voilà, je vais tous les diviseurs de 7. Alors c'est facile, on l'avait vu tout à l'heure, les diviseurs de 7, il y en a deux, parce que c'est des diviseurs positifs. Hein. C'est 1 et 7. Oh, bah ils y sont. Si vous voulez de 70, bon là il y en a un peu plus. De 700, il y en a un peu plus. De 70 050, il y a tout ça. Donc lui, il les teste, et il vous trouve tout de suite tous les diviseurs. C'est quand même assez pratique. Voilà pour cela. Voilà, pour terminer, on va faire quelques petits exercices. Alors, pas beaucoup d'exercices. Donc là, il faut... Alors, je vous explique un petit peu pour pas que vous soyez perdus. Pour chacun des nombres ici, donc on en a écrit 4. Il faut donc compléter par juste un chiffre. Hein. Il manque un chiffre, en fait. À tous ces nombres, il manque un chiffre. Il faut trouver le chiffre manquant pour que le nombre soit divisible par 3. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. D'accord? Donc vous proposez une bonne réponse. Là, pareil, ce nombre-là, qu'est-ce qui manque au milieu, là, pour qu'il soit divisible par 4? 530 combien? 530, 531, 532, etc. jusqu'à 539. Ce sont les possibilités que vous pouvez écrire, mais parmi toutes celles-là, il faut en prendre une pour laquelle le nombre sera divisible par 4. Voilà. Ici, bah, c'est pas très dur, le tableau est très parlant. Hein. 27 est-il divisible par 2? Oui, non. Alors, il faut le faire, bien sûr, de tête. Tout ça, c'est de tête sans machine. Vous pouvez après utiliser votre script Python pour votre fonction Python divise pour savoir si c'est vrai ou pas, pour vérifier, mais tout ça doit être fait de tête. Hein. Ce sont des règles classiques. Là, il y a un peu plus de calcul. Il faut réfléchir un petit peu. Pour le 9 et 10, voilà, c'est des exercices où il faut réfléchir un petit peu plus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon courage.